sur ce sujet. Allez-y, monsieur. Pardon, c'est moi qui ai fait une bêtise. Entendu. Mais écoutez, simplement pour répondre à votre question sur le LBD 40, encore une fois, le nerf de la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation. Vous avez une formation qui est de 6 heures initiale par tireur. Vous devez avoir 48 tireurs formés sur une compagnie, d'accord? Et lors de cette formation, le tireur va lancer 5 cartouches, 5 grenades, d'accord? Chaque année, il va faire un recyclage où il va retirer 3 grenades. La procédure d'emploi, elle est claire. On ne tire pas d'initiative. On ne lance pas, puisque c'est un lanceur, pardon, d'initiative. C'est une procédure qui vient du commandement. Donc on attend le commandement pour lancer. Sauf si effectivement on se retrouve dans la composition du groupe. Je décline, vous avez la compagnie, vous avez la demi-compagnie et vous avez le groupe de 5, 6 fonctionnaires qui peuvent intervenir. Et à ce moment-là, là, d'initiative, s'ils voient effectivement qu'il y a une menace, ils peuvent riposter de leur propre chef. Mais quand ils sont en demi-compagnie ou en unité constituée organique, c'est uniquement le commandant de compagnie qui peut donner l'autorisation de lancer. Donc, de mon côté, je ne vois aucun danger aux lanceurs de balles. Effectivement, c'est une arme, encore une fois, de défense qui n'est utilisée qu'en dernier recours, une arme intermédiaire. On ne lance pas systématiquement. Et véritablement, c'est pour faire repousser. Pardon, je vais vous relancer. Et, parce que si je réinterviens sur le sujet, après tous les autres, on aura perdu de... donc, j'entends ce que vous dites et qui est effectivement parfaitement la doctrine d'emploi. Il semble que dans un certain nombre de cas, tels qu'ils sont présentés, ou même parfois tels qu'ils font l'objet de procédures judiciaires, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce que je comprends, mais je vous interpelle sur le sujet, c'est que vous considérez que si la doctrine d'emploi est respectée, ça ne pose aucun problème, et que les éventuels problèmes, parce qu'on ne peut pas nier qu'il en existe, sont liés à des emplois qui sont faits en dehors du cadre qui est prévu pour. Il n'y a pas de piège. Hein, Je complète, la question de notre rapporteur. Nous avons auditionné des victimes de tirs de flashball et de LBD qui ont été énucléés. Donc ils expliquent les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit, qui ne correspondent pas forcément, c'est ce que sans doute veut dire notre rapporteur après qui ne correspondent pas du tout à ce que vous nous avez expliqué. Donc Alors on n'est pas des juges, hein, donc oui. Ça n'a aucune vocation à peser sur... j'ai même pas remis le micro là. Non, mais ça n'a pas vocation à peser sur... Ce qu'on veut savoir, c'est si véritablement... procédure d'emploi telle qu'elle existe est sécurisée. Là, on vous demande votre point de vue d'utilisateur. Vous avez le point de vue du formateur, en plus, bien évidemment. Et donc, forcément, si la procédure d'emploi est sécurisée comme il y a des problèmes, c'est que ça se passe en dehors du cadre d'emploi. Et ça semble, hein, tel que sont... et puis, c'est de l'humain, tout ça. Donc... en face aussi d'ailleurs, mais ce qui nous, par rapport à la réflexion que nous avons sur ce sujet, c'est d'essayer de bien comprendre pourquoi il y a des cas où ça se passe pas comme ça doit se passer, et c'est pas le but qui a été fixé ni par l'autorité, et je n'en doute pas une seule seconde, ni par celui qui a déclenché ce tir ou qui a reçu l'ordre de le faire. Alors, pour répondre à votre question, moi je vais être très clair. Chez nous, on attend toujours un ordre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais d'initiative. Et le commandant de compagnie ne fait lancer une grenade que quand il ne peut pas faire autrement, pour faire repousser la foule. D'accord ? Il y a effectivement des bons offensifs qui sont faits au préalable. Quand ça ne fonctionne pas, on va lancer. Quand on ne peut pas faire autrement. Et il y a une procédure. Également, on ne peut pas lancer en tir tendu. Tout ça, on le fait pendant nos formations.
on valide ou on ne valide pas les formations. Il y a certains collègues qui ne sont pas validés, qui sont obligés de recommencer. Donc là, il faut être bien clair, la formation elle a été donnée en fonction d'une mallette pédagogique qui nous a été donnée par la DRCPN, qu'on applique au pied de la lettre en CRS. Et le collègue, quand il va sur le terrain, il a une fiche de perception de son arme. Ce n'est pas n'importe qui prend son arme, c'est le collègue qui est formé à cette arme. Donc il connaît les tenants et les aboutissants de l'usage de cette arme. Alors, allez-y, parce que là, je pense que c'est important d'avoir le point de vue de tous les Tout le monde. représentants. Sur le lanceur de 40, clairement. Déjà sur l'emploi de la force en maintien de l'ordre, surtout. Deux cas, l'emploi de la force armée avec sommation ou sans sommation. Voilà, ça, c'est la règle, entre guillemets. Les seuls cas qui prévoient qu'un collègue pourrait employer son lanceur de 40 sans qu'il ait été fait usage des sommations habituelles ou sur ordre, c'est tout simplement le cas où des voies de fait seraient subies à l'encontre des fonctionnaires, ou alors le cas où il ne pourrait plus défendre la position qu'on lui a ordonné de tenir. Voilà. Hors de ces cas-là, en CRS, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver des tirs de LBD en dehors des cadres de règlement, puisqu'on a quand même une gradation de la force qui est assez précise, justement, qui est un peu un filtre. Alors bien sûr, ce sont des armes à létalité réduite, pas non létale. Une arme non létale, par définition, c'est un peu compliqué. Je pense que ça n'existe pas. Ce sont des armes à létalité réduite, avec malheureusement, c'est vrai, des cas de blessures graves. Pour autant, en CRS, je pense qu'on a assez de filtres et de cadres d'usage de la force, et surtout, c'est la gradation qui est importante chez nous, puisque avant d'engager un lanceur de 40, je pense qu'il y a d'autres moyens qui sont mis en place, et c'est vraiment une réponse. On vous a préparé un document qu'on vous remettra, bien sûr, auquel on a annexé notre réflexion également sur le rapport IGGN-IGPN qui a été rendu après la malheureuse affaire de Sivens, et sur l'emploi des munitions en maintien de l'ordre. Vous verrez, je vais pas parler des gendarmes, ils sont pas là, nous voilà, mais vous verrez l'emploi qui est fait des CRS, qui est un emploi qui me semble, par rapport au nombre de manifestations qui sont encadrées, qui est un emploi qui est mesuré, tout simplement parce que la force est, comme je vous le disais, est graduée, et elle cesse à partir du moment où le but est atteint en ordre public. Donc voilà, concernant le lanceur 40, et après son utilité, c'est un moyen intermédiaire. C'est vrai que la doctrine d'emploi ou l'esprit du maintien d'ordre à la française, c'est bien sûr pas de contact avec les manifestants. On a affaire, comme je pense, j'ai à l'esprit les manifs pro-palestiniennes de juillet l'année dernière, à des manifestations qui se sont dégradées très vite, avec tout de suite un engagement de délinquants face aux forces de l'ordre. Et oui, il y a eu des tirs de lanceur 40, mais dans des cadres de réaction, dans des cadres aussi sur ordre, parce qu'on avait malheureusement des fois plus de grenades lacrymogènes à disposition, ou presque plus, donc il fallait pallier à ça pour éviter le contact, parce que je pense que c'est quand même la chose à éviter en maintien de l'ordre, pour garantir la sécurité des fonctionnaires, mais aussi des manifestants. Voilà, donc ce que je voulais apporter sur le C40. Il faudra quand même qu'on réponde, si vous permettez, sur la question de monsieur, avant qu'il parte, sur l'état psychologique des fonctionnaires. Ça me semble important de ne pas y couper. Il est revenu, oui. On n'y a pas répondu. Mais voilà, donc si on a quelques minutes après pour y répondre, ça me semble important de pouvoir le faire. Allez-y. Termine par Alliance. Oui, donc, la dernière question sera posée par Guy Delcourt. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, compte tenu du fait qu'on est plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Et de toute façon, pour nous, le lanceur de 40, donc LBD, est parfaitement adapté dans la gradation, il l'a dit. On n'utilise pas ce lanceur comme ça, tout à coup on décide en maintien d'ordre parce qu'on se sent un petit peu handifié. Voilà. Là-dessus, je veux dire, pour nous, le lanceur de 40 a toute son utilité. À ma connaissance, on l'utilise très peu. Très peu, malgré tout. Alors comment vous expliquez ces accidents? Je ne sais pas de quels accidents vous faites état. Est-ce que moi, on est plus spécialisé CRS? C'est l'utilisation voilà. Je ne parle pas des CRS, je parle de l'utilisation de cette arme intermédiaire que l'on qualifie de non létale, ou en tout cas à létalité réduite, ce qui est un euphémisme. Et donc c'est vrai que certains d'entre nous se posent la question
de l'utilisation de ce type d'armes, ce qui est mon cas. J'avais même déposé d'ailleurs avec mon groupe une proposition de loi pour supprimer l'utilisation des tasers et des flashballs. Donc ces 10 énucléés qui sont venus témoigner montrent que ce que vous dites, c'est la lettre, mais c'est pas forcément suivi d'effet dans l'utilisation. Hein. Voilà. J'entends ce que vous dites et j'insiste bien pour redire un peu ce qui a été dit. Nous sommes dans des compagnies de CRS très encadrées, très hiérarchisées. Voilà, donc je veux dire, on n'utilise pas ce lanceur de 40 dans les compagnies républicaines de sécurité pour se faire plaisir, mais parce que la violence est extrême à un moment donné. On a connu des moments extrêmement durs. 2007, si je ne m'abuse, à Villiers-le-Bel, où on nous a tiré dessus, tiré sur les forces de l'ordre. Nous n'étions pas dotés du lanceur de 40 à l'époque. Il nous aurait énormément servi pour neutraliser de telles agressions. Voilà. Donc, selon nous, il est parfaitement adapté et surtout qu'il est utilisé dans des conditions très strictes. C'est ce que je voulais, par ma question, vérifier avec des représentants d'utilisateurs. C'était sur le sujet, voilà. Vous pouvez avoir des nuances ou des différences sur un certain nombre d'autres sujets. Je n'en ai pas véritablement perçu, éclairer ma compréhension, si tel n'est pas le cas, dans vos expressions différentes. Oui, comme le disait M. Joron tout à l'heure, la gradation de la force, le lanceur de 40 fait partie de cette gradation de la force. Quand vous avez des manifestants très violents en face de vous et que vous passez d'un point 0 à un point 1, si vous n'avez pas de gradation de la force, vous allez être obligé aussi d'utiliser des moyens beaucoup plus violents, voire les lanceurs d'eau, si on peut les mettre en place un peu plus qu'ils ne le sont. Mais vous dites, auditionner 10 personnes blessées par le lanceur de 40. Mais vous auriez pu aussi auditionner un certain nombre de policiers blessés par les projectiles que lancent ces 10 manifestants, et vous verriez que sans lanceur de 40, bien souvent, nous aurions à déplorer dans nos rangs beaucoup plus de blessés que nous en avons aujourd'hui, mais on n'est pas venu là, c'est un débat de fond, on n'est pas là pour... vous l'avez... Oui, puis... Pardon. Excusez-moi, c'est de ma faute. Non, mais je veux dire, l'idée n'était pas... Je voulais pas vous couper la parole. Hein. Alors, reprenez le... Non, mais... Si nous ne voulions pas rentrer dans un débat politique ou dans un débat philosophique, nous sommes là pour l'évolution du maintien de l'ordre, et je vous l'ai dit. Et le maintien de l'ordre est une affaire de professionnels. Vous avez vécu une première table ronde qui apparemment a été mouvementée lors de vos débats. Nous, c'était pas du tout notre but. C'est pas faire de la politique que de s'interroger sur l'armement des agents du maintien de l'ordre. Non, c'est pas ça que je vous ai dit, monsieur Manet. C'est une question légitime. Donc c'est vrai que je ne fais pas le compte d'apothicaire. Je vous dis, on a entendu ces associations de victimes. D'ailleurs, ce n'est pas des LBD qui les ont énucléés, ce sont des flashballs. Donc ça pose le problème qui a été évoqué par monsieur sur la question du maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Et sans doute que le plus grand nombre d'accidents, il a souvent lieu dans les questions de sécurité publique que dans le maintien de l'ordre, parce que la formation n'est pas la même, ou elle n'est pas suffisante. C'est ce qu'on constate depuis le début de notre commission d'enquête parlementaire. Sur les deux armes, justement, le LBD et le lanceur de balles de défense de 40 a une visée... Denis, c'est laser, c'est ça ? C'est une visée, ouais, c'est une visée laser, donc avec un point rouge, point visé, normalement point touché, entre guillemets. Le flashball n'en est pas doté. Je sais. Voilà. Donc oui, en effet, peut-être qu'il faudrait plutôt tendre à harmoniser ça et à donner des lanceurs de 40 plutôt que des flashballs. Ça, c'est peut-être une réflexion qui peut être menée. Pour autant, sur l'utilisation qui est faite des lanceurs de 40 par les CRS, que je vous disais dans le document qu'on vous remettra, vous avez l'utilisation de ces moyens et le nombre de balles de défense qui ont été tirées ces 4 dernières années par les CRS. Vous verrez que ça reste quand même à la marge par rapport aux autres moyens qui sont engagés. Alors, monsieur, pardon. Oui, simplement, à partir du moment où on est employé, on a une typologie de mission. On a un télégramme officiel qui nous dit, voilà, vous êtes employé pour telle mission. A1, par exemple, c'est maintien de l'ordre. Quand on fait nos formations sur LBD, on leur dit bien qu'effectivement, quand ils sont en unité constituée, les fonctionnaires perdent momentanément leur qualification d'agent de police judiciaire. D'accord ? Donc, ils ne peuvent en aucun cas se servir de l'arme. Et encore une fois, je vais être clair, ce sont les procédures CRS sans l'autorité qui donne cet ordre. Soit l'autorité du commandant, puisqu'il n'y a pas d'autorité civile sur place et qu'on se sent menacé, soit l'autorité civile qui est sur place. Donc, en aucun cas, chez nous, on ne pourra lancer une grenade si on n'a pas l'ordre clair et précis. Voilà. Alors, je voulais apporter ça. Merci, monsieur.
notre collègue Guy Delcourt a renoncé à sa question, donc vous pouvez peut-être lui répondre sur l'état psychologique. C'est ce que vous vouliez faire pour clore cette audition ? Oui, il me semble que c'est important de parler en effet d'état psychologique. Alors moi, je vais bien sûr voir ça du prisme syndical, mais aussi me concentrer que sur les CRS, puisque je suis en charge entre guillemets, de l'emploi des unités au sein d'unités GP Police, l'emploi des unités CRS. L'état psychologique et de fatigue est présent, tout simplement, puisque ça fait quelque temps déjà qu'on a un emploi extrêmement tendu. Ce qui fatigue beaucoup les collègues, c'est le manque de lisibilité. Clairement, on a un calendrier de missions permanentes qui est prévu pour certaines missions 1 an à l'avance, pour d'autres trimestriellement. Et après, on a ce qu'on appelle les missions ponctuelles qui tombent suivant, bien sûr, le besoin du moment. On a malheureusement un emploi qui a été centralisé au niveau presque ministériel suite aux événements malheureux du 7 janvier, qui a accentué ce sentiment, puisque les collègues ont... Depuis le 1er janvier, on a un volume d'unités qui est plus élevé qu'habituellement, c'est-à-dire qu'on est à 45 unités jour, alors qu'on est sur une moyenne normalement de 41, 42, et je vous passe la cavalerie, c'est-à-dire des renforts d'effectifs d'unité à unité, où ça gonfle un peu le chiffre au-delà. Pour autant, donc, ce dont les collègues souffrent, c'est ce manque de lisibilité, puisqu'on avait des tableaux, nous, qui étaient à 3-4 jours pour l'emploi des unités. C'est-à-dire que à 3-4 jours, vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Vous avez prévu un week-end, une journée, un dimanche en famille, et vous êtes rappelé le vendredi à 19h, parce qu'il faut monter sur Paris, faire un aller-retour, repartir le mardi, 3 semaines en déplacement. C'est le quotidien maintenant d'un fonctionnaire CRS depuis quelque temps. Nous, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous dénonçons aussi, entre guillemets, puisque tenir le plan Vigipirate est une chose, ça là-dessus, on ne peut pas y revenir. Hein, je pense qu'il est nécessaire. Pour autant, il y a peut-être des aménagements à y apporter, surtout sur les régions qui sont concernées, enfin les zones de défense qui sont concernées par le plan Vigipirate écarlate. Il faut savoir que les CRS sont toujours en Vigipirate sur des points statiques de médias et autres lieux cultuels. Des préconisations avaient été données d'ailleurs par la Défense, puisqu'ils ont engagé 10 000 militaires pour justement donner préconiser de faire du bâtimentaire, enfin d'accès à la protection sur les personnes et le minimiser sur le bâtimentaire, tout simplement pour reposer un peu les personnels et privilégier des patrouilles portées plutôt que de la statique pure. Malheureusement, ces préconisations ne semblent pas avoir été suivies pour les policiers, donc on se retrouve en plus du manque de lisibilité avec des missions qui sont extrêmement difficiles et pesantes, puisque c'est de la statique dure sur 3 semaines, avec le gilet lourd et l'AMD, comme disait David tout à l'heure. Donc pour l'état psychologique des fonctionnaires, voilà ce qui est... On s'intéresse souvent à la goutte qui fait déborder le vase. J'ai envie de dire, il faudrait quand même qu'on s'intéresse à toutes celles qui le remplissent avant. Et nous, ça fait un moment, avec une TGP Police, qu'on dénonce cet emploi chaotique des forces mobiles. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez, comme certains d'entre vous l'ont proposé, des documents écrits à nous transmettre, n'hésitez pas à le faire maintenant ou plus tard auprès de nos administrateurs, et nous vous remercions. Oui. Oui. Je voulais juste répondre à la partie concernant justement les sorties d'école, quand vous avez abordé les sorties d'école. En fait, le 19 février, on a été reçu à la DCCRS concernant justement différents problèmes et on a abordé ces sorties d'école. Donc, effectivement, on a un gros problème. C'est qu'au niveau des sorties d'école, il y a pratiquement plus personne qui veut venir en CRS. Le métier de CRS n'attire plus. Il y a toutes les contraintes qui sont liées au CRS. Donc on a demandé quand même qu'une information soit communiquée et que la DCCRS se déplace dans les écoles justement pour encadrer, expliquer exactement aux sorties d'école, aux élèves, gardiens, ce que c'est que le métier de CRS. Et donc... le DCCRS s'est engagé à le faire. Apparemment, il y a déjà une réflexion qui est en cours. La DRCPN a été saisie pour que, justement, durant les prochaines sorties d'école, cette formation soit faite. Parce qu'on en est arrivé, on n'a que les derniers des promotions. Donc, oui, nous, on a besoin de gens vraiment volontaires. Entendons-nous bien, comme le disait
en aparté, mon collègue Pascal Poplin, n'est pas d'erreur d'interprétation pour ceux qui suivraient cette commission d'enquête sur les sorties d'école. Ce n'est pas les CRS qui refusent d'assurer la sécurité dans les sorties d'école, mais c'est effectivement un problème de recrutement qui est le vôtre aujourd'hui. Merci beaucoup.